Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous retrouver sur notre rendez-vous Facebook pour répondre aux questions des familles, des personnes autistes. Merci aux interprètes ici de nous accompagner pour rendre accessible ce Facebook Live. Comme nous sommes en respect des distances, puisque je suis avec Claire Compagnon, mais qui est à distance, alternativement, nous prendrons la parole et je me permets d'enlever mon masque pour que ça soit plus compréhensible pour tout un chacun. Nous sommes à 3 ans aujourd'hui de la stratégie nationale pour l'autisme au sein des troubles du neurodéveloppement et nous souhaitions faire un bilan d'étape et pouvoir répondre à vos questions. Comme vous le savez, près de 700 000 personnes sont concernées par l'autisme au sein des troubles du neurodéveloppement, à peu près 100 000 enfants, 600 000 adultes. Et nous souhaitions pouvoir pointer les grands axes de la stratégie et vous faire un bilan d'étape. Aujourd'hui, nous avons 5 axes, je vous le rappelle, remettre de la science au cœur de notre politique, intervenir précocement, à rattraper notre retard sur la scolarisation, accompagner les autistes adultes et puis travailler aussi sur l'accompagnement des familles. Je vais laisser la parole à Claire Compagnon pour la première un point d'étape sur cette question si importante de remettre de la science au cœur de notre politique publique. Bonjour à tous. Effectivement, la stratégie a fait figurer dans son premier axe, premier engagement essentiel pour le changement de cette politique publique, la question de la recherche. Et donc, cette année a été marquée par une très forte accélération de ces sujets recherche, avec la mise en œuvre effective de projets transversaux de recherche sur l'ensemble des troubles du neurodéveloppement et en particulier, bien évidemment, la question de l'autisme. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a constitué un groupement d'intérêt scientifique, que ce groupement fonctionne aujourd'hui et qu'il réunit de plus en plus d'équipes de recherche. Pour vous donner juste une indication chiffrée, le groupement s'est enrichi de 66 nouvelles équipes labellisées qui portent aujourd'hui leur nombre à 100 et qui permet de déposer des projets de recherche un peu partout en France et en particulier à l'Europe et à l'international. L'autre élément très fort de structuration de cet effort en matière de recherche sur l'autisme, c'était la création de centres d'excellence de recherche. Il y en a eu 3 qui ont été constitués en 2019, le centre de Paris, celui de Tours et celui de Montpellier. Et en 2020, c'est pour ça que je parlais d'accélération, nous en avons créé 2 supplémentaires, l'un à Strasbourg et l'autre à Lyon. De la même façon, un des aspects que nous devons travailler sur ces questions de recherche, c'est la possibilité de développer de l'innovation notamment technologique pour permettre, en matière de communication, d'apprentissage scolaire, d'aide dans la vie quotidienne, aux personnes de bénéficier de ces innovations. Et c'est pour ça qu'on a constitué ce qu'on appelle un Living Learning Lab, en collaboration avec Sorbonne Université, pour développer tous ces aspects. Et puis, il y a encore beaucoup d'autres mesures de structuration, de développement de programmes de recherche, notamment lancées par l'Agence nationale de recherche, qui, dans notre pays, est l'organisme qui centralise et qui lance les appels d'offres majeurs en matière de recherche. Voilà sur cet engagement sur la question de la recherche. Deuxième engagement très fort, qui était le repérage et l'accompagnement précoce des enfants de 0 à 6 ans, qui s'est vraiment massifié, que nous avons déployé. Et en raison de la crise, le déploiement a peut-être été freiné, mais nous n'avons rien lâché sur notre ambition. Et notamment, sur les 7-12 ans, cela se fera progressivement au courant de l'année 2021. Claire, est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu un panorama de ces plateformes et des enfants qui sont pris en charge actuellement ? Absolument, Madame la Ministre. Alors là aussi, quelques données chiffrées. Dans cette action de repérage précoce des enfants entre 0 et 6 ans, nous sommes partis de très bas, puisqu'en février 2020, alors que ces plateformes ont été mises en place en 2019, il y avait 150 enfants seulement repérés. Aujourd'hui, nous avons 63 plateformes qui sont constituées sur le territoire national, et notre objectif à 2022 est d'avoir la totalité du territoire qui est couverte. Le deuxième élément important, c'est que le nombre d'enfants repérés aujourd'hui, pour lequel donc un médecin généraliste ou un médecin pédiatre s'est aperçu qu'il y avait un problème, un écart au développement, une difficulté de communication ou de motricité, par exemple. Là, il y a plus de 7000 enfants qui, aujourd'hui, ont été repérés par ces médecins généralistes ou ces pédiatres, principalement.
Et puis, bien évidemment, il fallait aider les familles, les solvabiliser, c'est-à-dire faire que l'ensemble des bilans, des frais liés au bilan, à l'intervention précoce, soient aujourd'hui pris en charge. C'est donc ce qui se passe avec un forfait destiné à financer les interventions des psychomotriciens, des psychologues et des ergothérapeutes. Et il y a aujourd'hui 3800 enfants et familles qui bénéficient de ce forfait et qui n'ont donc, pendant cette période entre 0 et 6 ans et pendant 2 ans, plus de reste à charge pour financer ce type d'intervention. Et c'est une mesure qui permet de mettre en œuvre notre priorité nationale d'intervenir le plus tôt possible auprès des enfants. Exactement, avec justement pour favoriser l'égalité des chances et puis la justice sociale avec la prise en charge financière, donc un reste à charge zéro pour les familles. C'était un engagement du président de la République et nous y sommes avec un déploiement qui va s'accélérer. Cela en vue de quoi? De tout simplement permettre une scolarisation, que ces enfants reviennent en mode d'apprentissage, avec là aussi plus de 41 000 élèves en situation d'autisme qui ont été à leur rentrée en septembre 2020. Sur de multiples dispositifs, nous n'avons rien lâché sur le déploiement des dispositifs, que ce soit les unités d'enseignement maternel autiste, élémentaire, mais aussi le déploiement des dispositifs d'autorégulation ou des ULIS, avec un maillage sur le territoire au plus près des besoins des familles. Juste quelques chiffres, aujourd'hui 247 classes spécifiques, maternelles ou élémentaires, qui ont été créés sur tout le territoire, et aussi une ambition de réouvrir encore 85 nouveaux dispositifs à la rentrée de septembre. Donc c'est un vrai parcours scolaire que nous souhaitons pouvoir offrir aux enfants, avec en plus maintenant la formation initiale des enseignants dès septembre 2021, bien sûr la coopération médico-sociale qui se développe, bien sûr aussi, je vous rappelle, la plateforme numérique Cap vers l'école inclusive pour permettre justement la mise en œuvre des adaptations si nécessaire. Tout cela, c'est vraiment pour permettre à ces enfants, intervention précoce, scolarisation, sans oublier les adultes. Les adultes autistes, et vous êtes nombreux à poser des questions, on va vous y répondre, mais déjà un soutien à la pleine citoyenneté des adultes de façon générale qui a progressé, avec bien sûr les groupements d'entraide mutuelle qui se sont développés, mais aussi avec une volonté de répondre aux autistes qui présentent des troubles sévères, avec des créations d'unités de 6 résidentielles, avec justement l'arrêt des envois en Belgique des adultes qui sont sans solution. Nous prenons le problème à bras-le-corps et nous pourrons répondre à vos questions qui sont nombreuses à ce sujet. Plus, bien sûr, l'accompagnement des familles et des aidants avec toute la formation des aidants qui sont faits en collaboration avec la CNSA, que je tiens à saluer, et aussi l'accompagnement de ces familles si importants. Mais nous avons aussi travaillé sur le diagnostic avec les CRA et l'accélération des réponses. Claire, peut-être vous nous préciser. Oui, je pense que je vois des questions qui arrivent sur ce sujet-là, notamment sur le diagnostic des adultes. On était extrêmement conscients des délais trop longs en matière de diagnostic, à la fois pour les enfants, même si ces dernières années, une priorisation dans les centres ressources autisme avait été faite sur le diagnostic des tout-petits. Mais on avait, pour les enfants, les adolescents et pour les adultes, des retards considérables. Donc nous avons décidé d'attribuer des moyens supplémentaires extrêmement importants qui ont permis à ce jour de recruter presque 75 personnes professionnelles de santé, en particulier des médecins, pour venir en appui des centres ressources autisme. Et ce que je peux vous annoncer d'ores et déjà, c'est qu'on voit là en quelques mois les délais diminuer de manière extrêmement importante. On est à plus de 100 jours de diminution en moins d'un an, ce qui permet de penser qu'avec le renfort de ces équipes médicales spécialisées dans les centres ressources autisme, on va pouvoir arriver à des délais beaucoup plus acceptables, que ce soit pour les enfants ou pour les adultes. Et bien évidemment, tout cela se combine avec ce que j'ai présenté précédemment, qui est en plus l'offre de diagnostic à partir des plateformes de repérage et d'intervention précoce. Merci beaucoup. Maintenant, nous allons répondre à vos questions. Alors, nous avons reçu déjà des questions en avance, donc on va un petit peu les égrener, plus les questions qui continuent d'arriver. Une question de Terence qui nous demande pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, les personnes autistes ne sont pas prioritaires pour la vaccination Covid-19 ? Alors, les personnes autistes suivent, si vous voulez, l'âge, sauf si elles ont des comorbidités importantes. Donc, les personnes en situation de handicap dans les foyers d'accueil médicalisés, dans les maisons d'accueil spécialisées, ont été vaccinées pour la plupart, bien sûr sur la base du volontariat. Aujourd'hui, maintenant, les personnes qui sont en ville, elles suivent la priorisation de l'âge, croisée avec des comorbidités, si bien sûr elles présentent des comorbidités comme telles.
Pour les entrées et les sorties des centres, en fait, il faut respecter les gestes sanitaires, les restrictions sanitaires possibles. En aucun cas, je tiens à le dire, il ne faut un test pour rentrer et sortir de son établissement aujourd'hui. Et je dis bien aujourd'hui, à l'heure où je vous parle. Mais vous savez que le président de la République va prendre la parole à 20h ce soir. C'est pour ça que nous avons annoncé notre Facebook Live. Là, à l'instant où je vous parle, c'est ainsi. Donc peut-être rappeler aussi la question d'Élise Morin. Je vais peut-être vous laisser répondre, Claire. Alors effectivement, on a eu un souci, vous posez la question de savoir pourquoi les groupes des habilités sociales ont été suspendus pendant le confinement. Nous avons eu, pour la plupart des activités de groupe pendant la période de confinement, pendant les 2 périodes de confinement et en particulier la seconde, un certain nombre d'activités qui ont été suspendues, mais nous sommes intervenus, le secrétariat d'État en charge des personnes handicapées est intervenu pour faire réouvrir ces dispositifs et aujourd'hui, ces dispositifs ne sont pas fermés. Si effectivement vous êtes confronté à cette situation, il faut nous le faire savoir pour qu'on puisse intervenir. Il y a également une question de Maëva qui demande pourquoi mon enfant qui est scolarisé en école ordinaire a des informations préoccupantes et comment faire cesser cette pratique. Alors là aussi, c'est un sujet extrêmement compliqué. Peut-être qu'il faut expliquer que ces informations préoccupantes sont en général des informations qui sont faites par des travailleurs sociaux et on s'est aperçu, grâce aux associations en particulier, que beaucoup de ces informations préoccupantes étaient liées à une méconnaissance notamment des troubles de l'autisme, mais aussi souvent des TDAH, et que cette méconnaissance entraînait une confusion dans l'analyse de ce que c'est que ces troubles, des difficultés présentées par les enfants, et que parfois on évoquait même le terme de maltraitance ou de carence éducative de la part des familles. Donc pour ce faire, on a travaillé de plusieurs façons. D'abord, doter les services de protection de l'enfance qui dépendent des conseils départementaux et les autorités judiciaires qui sont en charge de la protection de l'enfance dans notre pays, les doter d'un annuaire de ressources, c'est-à-dire le nom de professionnels qui sont spécialistes, par exemple, de l'autisme ou spécialistes des TDAH et qui vont pouvoir intervenir quand il y a un doute sur la situation de l'enfant et notamment qu'il faut obtenir un diagnostic en urgence. La deuxième chose très importante, alors qui certainement prendra un peu de temps et nous savons à quel point le temps est parfois difficile pour les familles et c'est bien compréhensible. La deuxième chose importante, c'est de former l'ensemble des professionnels judiciaires et de la protection de l'enfance à la question de l'autisme et plus généralement des troubles du neurodéveloppement pour éviter justement ces confusions de diagnostics et cette méconnaissance. Nous avons plusieurs questions aussi au sujet des droits et de la MDPH. Carole qui nous demande pourquoi faut-il renouveler des demandes à la MDPH alors que le handicap est à vie. Les parents sont assez intelligents pour refaire un dossier si la demande évolue. Eh bien, Carole, nous vous avons entendu. C'est un enjeu majeur de simplification et de dignité. Aujourd'hui, vous n'avez plus besoin de refaire votre dossier MDPH tous les ans. Par exemple, les compensations pour la scolarisation, que ce soit un auxiliaire de vie scolaire, un AESH ou une ULIS, dès que nous avons besoin de compensation scolaire, c'est pour l'ensemble du cycle scolaire. C'est-à-dire l'ensemble du collège ou l'ensemble du lycée, plus besoin de refaire son dossier à la MDPH. Et si votre handicap impacte énormément votre vie quotidienne, c'est-à-dire que vous avez un taux à 80%, en tant qu'adulte, vous avez vos droits à vie. Allocation adulte handicapé à vie, reconnaissance de qualité de travailleur handicapé à vie, carte mobilité inclusion. Voilà, c'est comme ça qu'on change la donne. C'est dans toutes les MDPH que ça doit s'octroyer, ces droits à vie. Nous y veillons. Et pour cela, en toute transparence, nous avons créé un baromètre des MDPH et vous pouvez aller sur nos sites pour vérifier si votre MDPH est dans les délais, s'améliore dans les délais, l'octroi de toutes les notifications dans les délais. Et nous rappelons que le président de la République nous a demandé que les allocations adultes handicapés soient données dans les moins de 3 mois. Et vous pouvez voir l'ensemble des MDPH et leurs résultats, mais aussi sur l'octroi des droits à vie. Et là aussi, c'est très important que vous puissiez être acteur, interpeller vos propres MDPH et les comparer les unes aux autres dans un esprit de gagnant-gagnant pour avancer plus vite. Vous nous l'avez dit, on vous a entendu, plus besoin de refaire ce certificat médical à longueur de temps pour prouver vos droits. Alors une question de Karine, quand est-ce que tous les intervenants seront remboursés après 6 ans? Je l'ai dit tout à l'heure en présentant le bilan de l'engagement de la stratégie nationale sur le repérage, le diagnostic et l'intervention précoce. Nous avions au départ mis en place les conditions de ce repérage et de la prise en charge des interventions
des psychologues, des psychomotriciens et des ergothérapeutes jusqu'à 6 ans révolus de l'enfant, c'est-à-dire jusqu'à 7 ans. Le président de la République, l'année dernière, en 2020, a annoncé qu'il souhaitait une extension de ce dispositif de forfait à destination de ces professionnels et donc permettant de rémunérer ces professionnels pour que les parents n'aient plus ces frais à leur charge. Ce dispositif est étendu depuis le début de l'année 2021 pour les enfants jusqu'à l'âge de 12 ans. C'est une réalité, la crise sanitaire que nous connaissons, l'implication et la mobilisation des équipes sur le terrain, des professionnels, les questions de confinement nous ont amenés à prendre un peu de retard sur la mise en place de ce dispositif. Mais en tous les cas, au cours de l'année 2021, nous allons démarrer ces plateformes et ces dispositions pour les enfants jusqu'à 12 ans et donc un remboursement pour les familles qui ont ces enfants et qui doivent bénéficier d'un diagnostic et des prestations des professionnels pour mettre en place les conditions d'un bon diagnostic et d'une intervention. Nous avons plusieurs questions de dire il nous faut créer des places, il y a encore des enfants qui manquent de solutions. Pourquoi vouloir fermer les IME? Certains enfants ne peuvent pas à l'inclusion. Audrey Voisin. Nous ne fermons pas les IME. Nous créons des places encore. Je voudrais juste rappeler quelques chiffres. Depuis 2017, 8600 places ont été créées au total, enfants, adultes, en établissement, des services, des pôles de compétences qui ont été créés. Nous avons plus de 6% sur la période 2017 à 2019 de places créées en maisons d'accueil spécialisées et en foyers d'accueil médicalisés. Donc nous créons encore des places parce que des adultes ont des situations très complexes, parce que justement certains enfants ont besoin de plateaux techniques. Donc je voudrais vraiment le dire haut et fort, c'est en même temps une société inclusive et en même temps une réponse améliorée pour les enfants ou les adultes qui ont des problématiques complexes. C'est un petit peu ce qui ressort de vos demandes, notamment sur comment empêcher les départs en Belgique. Nous avons par exemple Edith qui dit il est urgent de créer dans chaque département des structures pour les adultes avec déficience intellectuelle. Edith encore qui nous dit la France est donc incapable de faire ce que la Belgique peut faire. Alors aujourd'hui, ces départs en Belgique, nous souhaitons qu'ils cessent. Nous souhaitons créer des places en proximité, au plus près. Pour les enfants, c'était déjà le cas dans le sens où les conventions existaient. Nous avions fait un moratoire il y a déjà 2-3 ans. Là, pour la Belgique, pour les adultes, nous avons fait un moratoire, c'est-à-dire une fin de création de places à partir du 28 février. Et déjà, en un mois, nous avons réussi à trouver des solutions pour 50 adultes qui étaient en Belgique, concernés justement parce que nous avons décidé, avec mon homologue wallon, Christine Moréalais, avec qui nous travaillons main dans la main justement pour faire cesser ces départs et rapatrier les personnes qu'il veut. Nous avons déjà trouvé 50 places pour des adultes. Pourquoi? Parce que cet établissement, nous avons dû le fermer, le domaine de Tintigny, pour ne pas le nommer, parce qu'il y avait une prise en charge absolument indigne et insupportable pour les familles. Et je tiens à saluer l'énorme travail qu'a fait le département du Nord, l'ARS du Nord, les associations qui ont fait un travail de réévaluation complet de ces projets pour adultes et nous avons trouvé des places et des solutions innovantes. Nous avons les moyens financiers de pouvoir créer ces places. Je vous rappelle 90 millions qui ont été fléchés. Maintenant, il faut qu'on soit innovant pour aller vite en ingénierie sur les territoires au plus près, avec les associations concernées, les départements et l'État, pour vraiment trouver ces solutions. Donc nous avons des solutions. Peut-être, Claire, vous pouvez nous parler justement de ces unités résidentielles pour autistes sévères, parce que ça revient, et compléter mon propos sur les projets que nous avons. Bien sûr, Madame la Ministre. Donc effectivement, on a été beaucoup alertés par les associations, par un certain nombre d'entre vous, sur l'absence de réponse adaptée aux besoins des adultes qu'on appelle très complexes, c'est-à-dire ceux qui présentent beaucoup de troubles du comportement, qui ont en l'occurrence souvent plusieurs troubles associés à un autisme. Et donc l'idée que nous avons portée et qui va se mettre en place dès 2021, c'est de créer des unités résidentielles pour des personnes ayant ces difficultés-là et qui ont besoin d'un accompagnement renforcé. Il s'agira donc sur l'ensemble du territoire national de proposer, au même titre que d'autres dispositifs existent déjà, de proposer cette offre hyper spécialisée, extrêmement dotée en termes de moyens d'accompagnement, donc de professionnels. On est là sur un ratio, si vous me permettez ces termes un peu techniques, de 4,4 personnes professionnelles accompagnant une seule personne.
et donc de créer aussi les conditions d'une architecture adaptée, parce que nous savons que souvent ces professionnels sont assez démunis devant les troubles du comportement, devant les troubles sensoriels des personnes autistes, et donc il faut amener à la fois des professionnels formés, compétents, et des lieux qui répondent aux besoins et aux spécificités des personnes qui ont ces besoins très complexes. L'autre chose très importante, c'est qu'il faut absolument relier ces structures à des services de soins, à la fois pour les soins somatiques et parfois pour prendre en compte ces troubles du comportement grave, ces troubles anxieux, ces aspects dépressifs qui peuvent impacter la vie des personnes et amener des thérapeutiques, des médications non adaptées. Voilà, donc c'est tout l'enjeu de ce dispositif que nous sommes en train de créer, qui a fait l'objet d'une très large concertation. Et si vous me permettez, Madame la Ministre, j'en profiterai parce que j'ai vu la question de Jérôme qui nous demande pourquoi les personnes autistes ne sont pas consultées, qu'elles n'ont pas un rôle dans la réflexion sur l'autiste. Eh bien, Jérôme, nous faisons à chaque fois que nous constituons un groupe de travail, que nous réfléchissons à un dispositif, que nous mettons en place un cahier des charges pour outiller les agences régionales de santé, les structures, les associations sur un certain nombre de dispositifs, qu'il s'agisse de l'école, qu'il s'agisse du repérage, de ces unités adultes, et systématiquement, à chaque fois, participent des personnes autistes, des personnes concernées par les troubles, des associations qui les représentent. Alors évidemment, c'est sans doute peu par rapport au nombre de personnes qui sont concernées, mais un groupe de travail, il a vocation à être efficace, donc à être composé d'un groupe de gens qui sont en nombre limité pour pouvoir produire et avancer sur toutes les questions qui sont essentielles et que vous soulignez aujourd'hui. Et donc, bien évidemment, ces personnes sont associées systématiquement. Peut-être pour compléter, puisqu'on a aussi une question qui porte sur le même sujet de Zéphirine, pourquoi les autistes ne sont pas représentés dans les grandes discussions du gouvernement ? Pourquoi seulement les parents ? Zéphirine, mon combat, c'est jamais rien pour nous sans nous, hein, et c'est donner la parole aux personnes elles-mêmes. C'est bien dans la composition du Conseil national consultatif des personnes handicapées. J'ai voulu vraiment que les personnes qualifiées et les personnes représentant elles-mêmes soient beaucoup plus nombreuses, et c'est ainsi qu'on travaille beaucoup mieux, vous avez raison, avec les personnes expertes qui savent mieux que personne parler de ce qu'elles ressentent et de ce qu'elles peuvent apporter à la société. Donc oui, bien sûr, les personnes, les familles, les associations, tout le monde a sa part, et c'est bien ainsi qu'on a bâti avec l'ensemble des personnes, comme l'a dit Claire Compagnon, l'ensemble des personnes, cette stratégie nationale pour l'autisme au sein des troubles du neurodéveloppement. Donc je ne peux qu'encourager les personnes à prendre elles-mêmes la parole et à leur donner le plus souvent possible. On a peut-être des questions autour de l'emploi, elles sont assez nombreuses, et du travail. De Jérôme qui nous demande n'y a-t-il pas plus d'entreprises adaptées qui seraient des passerelles vers l'emploi ordinaire? Et une question aussi de Marie sur à quand la fin des discriminations dans le monde de travail pour les personnes autistes, Asperger et autistes en général, hein, Marie, je voulais vous répondre. Alors, nous avons une politique emploi extrêmement... nous avons surtout une richesse de palette de solutions en France. Depuis le milieu protégé, les ESAT, que nous avons pleinement soutenus pendant la crise, je vous rappelle que dès le confinement, nous sommes venus justement financièrement au secours et au service et aux côtés des ESAT, non seulement pour qu'aucune personne n'ait de baisse de ses revenus, mais que aussi l'ensemble des établissements soient financièrement soutenus pour pouvoir redémarrer haut et fort. C'est 180 millions d'euros qui ont été consacrés au soutien des ESAT pour qu'ils puissent redémarrer très vite. Et d'ailleurs, à la fin de l'été, 90% des ESAT avaient repris. Mais les entreprises adaptées également, elles sont du milieu ordinaire, ont pu bénéficier de l'activité partielle. Pour autant, un fonds spécifique a été doté pour permettre de rebondir, le FATEA, pour pouvoir toutes les aides au poste qui n'avaient pas été consommées, je dirais, du fait de l'activité partielle, ont pu être fléchées sur un fonds pour permettre la reconversion professionnelle, la relocalisation industrielle. Et on a vu combien le milieu du handicap avait une énorme résilience, puisqu'ils se sont mis en consortium pendant l'été pour la fabrication des masques, notamment les masques inclusifs qui sont fabriqués par les entreprises adaptées pour beaucoup d'entre elles. Donc nous sommes à leur côté. Et puis pour l'entreprise dite complètement ordinaire, classique, et notamment pour les autistes Asperger, nous développons le job coaching. Job coaching avec 15 millions de plus cette année, avec des plateformes de spécialistes, d'experts en médico-social, comme peuvent l'être Clubhouse, Messidor, qui accompagnent la personne, mais qui accompagnent le collectif de travail. Et je vous rappelle que c'est gratuit
pour l'entreprise, que c'est pérenne et autant que de besoin, la personne peut faire appel à son service d'accompagnement, comme le peut aussi l'employeur. C'est certes un levier d'accompagnement, mais de maintien dans l'emploi. Et en cette crise, eh bien, nous sommes très sensibilisés pour maintenir dans l'emploi, pour que justement les personnes handicapées ne soient pas les variables d'ajustement de cette crise économique. Donc beaucoup de possibilités, et nous travaillons sur les passerelles pour passer, je dirais, d'un lieu, d'un environnement à l'autre, avec le grand chantier que nous avons ouvert sur la modernisation des ESAT, la sécurisation des parcours professionnels et le fait aussi que ce job coaching, que cet emploi accompagné soit une vraie réalité avec la formation des job coachs. Alors, il y a une question qui m'est posée très directement. Pourquoi Claire Compagnon dit que l'autisme est une maladie qu'il faut éradiquer? Alors, je voudrais dire très clairement et très simplement que là, il s'agit typiquement d'une fake news. Je n'ai jamais dit que l'autisme était une maladie et que l'autisme devait être éradiqué. Je dis juste, et je crois que c'est important de le répéter, que dans le parcours de vie des personnes autistes, il y a des besoins d'éducation, des besoins d'accéder aux apprentissages scolaires, il y a des besoins de rééducation. Je pense par exemple aux troubles de la communication qui nécessitent l'intervention de psychomotriciens. Il y a des besoins de bilan neuropsychologique qui nécessitent l'intervention de psychologues. Et puis, il y a des besoins de soins, à la fois parce qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de personnes, comme tout un chacun, qui peuvent présenter des maladies, et on sait que dans le champ de l'autisme, que les personnes autistes sont souvent des personnes qui ont un retard dans l'accès aux soins. Donc, il faut développer l'accès aux soins pour permettre à ces personnes de bénéficier de soins dentaires, de soins pour une pathologie, comme tout un chacun. Et puis, bien évidemment, il y a aussi un certain nombre de troubles qui relèvent des services de la pédopsychiatrie pour les enfants ou de la psychiatrie avec des personnes qui ont des médicaments, qui ont été trop de médicaments à certains moments et qu'il faut revoir et revisiter pour leur donner les traitements les mieux adaptés, notamment lorsqu'il y a des troubles dépressifs ou des troubles anxieux. Donc, il ne s'agit pas de dire que l'autisme est une maladie, c'est un trouble du neurodéveloppement et c'est bien le sens de toute cette stratégie de dire que nous devons absolument prendre en compte l'ensemble de ces parcours, l'ensemble des difficultés rencontrées par les personnes pour leur apporter les meilleures réponses. Merci Claire. Peut-être une question d'Océane. À quand une grande campagne nationale de sensibilisation? Alors, je pense, Océane, que déjà nous avons la journée mondiale de l'autisme, puisque c'est le 2 avril, et je vous rappelle que nous soyons tous en bleu important ce jour-là, avec une mobilisation nationale, je dirais, par exemple, d'éclairage de monuments publics pour que les grandes villes montrent, les grandes villes ou les moyennes villes, ou les villes moyennes ou petites même, montrent justement ce mouvement, quand nous sommes tous concernés, tous mobilisés pour cette cause nationale et même mondiale de l'autisme. Mais pour autant, vous avez raison, il faut qu'on travaille sur une campagne de sensibilisation, de communication sur ce qu'est le handicap, ce qu'il apporte à la société, comment on touche le grand public sur le fait qu'aujourd'hui, tout le monde peut être touché par le handicap. Je vous rappelle qu'à part l'autisme, 80% des handicaps s'acquièrent au cours de la vie. Alors, donc, ça touche vraiment plus de 12 millions de personnes en situation de handicap et leurs 8 millions d'aidants. On n'a pas beaucoup parlé des aidants, mais c'est un sujet majeur pour l'accompagnement des personnes aidées. Donc oui, je pense qu'il nous faut faire une grande campagne. Il s'agit aussi d'expliquer, de faire beaucoup de pédagogie sur ce qu'est l'autisme, combattre les fake news, comme l'a dit Claire Compagnon, remettre aussi de la science, et puis s'assurer, et ça rejoint aussi les différentes questions qui ont été posées autour des recommandations de bonnes pratiques de la Haute Autorité de Santé. Comment former les professionnels, comment s'assurer que ces pratiques sont les bonnes et sont appliquées, quel que soit le professionnel. Là, c'est sans cesse que nous avons à remettre notre ouvrage, que les agences régionales de santé sont mobilisées justement pour travailler là-dessus, sur la formation et puis sur les contrôles aussi, parce qu'on ne peut plus tolérer aujourd'hui que ces recommandations ne sont pas suivies, ne sont pas mises en pratique. Donc je voulais répondre à Enzo qui nous parle de formation. Eh bien oui Enzo, enfin les enseignants vont être formés de façon obligatoire dans leur cursus. Et là je parle des enseignants lambda, les enseignants dits ordinaires dans l'école de la République. Enfin en septembre, ils suivront une formation de 25 heures obligatoire pour la formation initiale. Et vous me direz, et les autres, ceux qui sont en pratique, en cours de pratique, eh bien, nous travaillons sur la formation, les formations croisées avec les experts du médico-social, avec les équipes mobiles qui peuvent rentrer dans les écoles, et ça c'est pour répondre à une question
je vous m'excuserai, je ne me rappelle plus le nom, de dire les libéraux ne peuvent pas encore rentrer dans les écoles. Si, nous y travaillons. Cette coopération, elle devient une réalité. Et avec Jean-Michel Blanquer, nous travaillons vraiment. Nous réunissons 2 fois par an l'ensemble des recteurs avec l'ensemble des directeurs et directrices d'agences régionales de santé pour dire que c'est ensemble que nous réussirons justement cette coopération. Peut-être une question de Patricia. Mon fils était à 80% depuis son enfance. La MDPH l'a passé à 50-70 sans raison apparente. Pour faire appel, c'est très compliqué. Comment l'expliquez-vous? Alors, je ne l'explique pas vraiment, si je peux me permettre cette remarque-là, dans la mesure, effectivement, où concernant l'autisme, et Madame la ministre l'a évoqué tout à l'heure, on a un autisme durant sa vie entière. On présente des troubles durant sa vie entière et donc il n'y a effectivement pas de raison, sauf une amélioration conséquente de ces troubles, il n'y a pas de raison pour que la MDPH ne puisse pas prendre en compte le handicap à sa juste évaluation. On le sait, il y a un souci parfois de méconnaissance là aussi sur notamment toutes les difficultés fonctionnelles que peuvent présenter les personnes autistes et on fait un travail avec les MDPH et en particulier les équipes en charge de l'évaluation pour mieux les sensibiliser, mieux les former à ces aspects-là. Il y a eu une première réunion il y a quelques mois et donc on a mis en place des webinaires puisque nous sommes en période de crise sanitaire sur chacun des troubles avec les MDPH pour continuer ce travail de formation et de sensibilisation et leur faire mieux prendre en compte les difficultés fonctionnelles qui nécessitent, y compris parfois quand l'état général s'améliore, y compris il faut continuer à accompagner et à aider les personnes, notamment dans des moments de transition compliqués que sont le passage du primaire au collège ou le passage du collège au lycée pour un certain nombre d'enfants. Donc voilà, donc il faut effectivement nous signaler ces situations-là pour que nous puissions intervenir si vous n'arrivez pas à faire valoir vos droits. Alors, nous avons des questions sur le logement de Ibtissem Nakara, autisme et droit au logement. Aider les personnes est soi-disant une priorité, mais en réalité, aucune solution n'est proposée chez les bailleurs sociaux. Alors justement, je pense que vous avez raison, Ibtissem, c'est une priorité, ce logement, le droit à vivre chez soi, bien accompagné. Ce que nous sommes en train de développer, c'est une alternative au tout collectif en foyer, qui était quand même l'offre massivement proposée pour des adultes, ou le chez-soi mal accompagné et très isolé. Nous sommes en train de travailler sur l'habitat inclusif. C'est quoi? C'est pour faire simple, des colocations à 6, 7 personnes qui ont envie de partager une vie, mais d'être chez soi quand même. Donc avec des studios individuels, mais une envie de ce partage, de cette vie collective, parce qu'il y a un besoin de partager ce temps. Et donc l'État met en place une aide massive, jusqu'à 10 000 € de financement, 8 000 € pris en charge par l'État, avec les départements. Nous avons vraiment inscrit ça dans le PLFSS, dans le plan de financement de la sécurité sociale pour cette année. Nous travaillons avec les départements pour pouvoir offrir ça. Nous avons déjà plus de 600 projets qui sont très souvent issus, bien sûr, des familles et des associations, qui ont justement identifié des personnes qui avaient envie de vivre ensemble, dans un petit habitat, chez soi. On est dans le droit commun, donc c'est avec les bailleurs sociaux que nous travaillons. Une mesure donc dite starter de financement par l'État pour pouvoir avoir cette mutualisation après, de ce financement individuel, une aide à la vie partagée pour permettre des services d'accompagnement pérennes aux côtés des personnes qui ont fait ce choix de cette colocation. Donc c'est une alternative au tout collectif ou au très isolé seul chez soi. Donc nous avons pris cette problématique du logement à bras-le-corps, en cœur de ville, en cœur de bourg, en cœur de village, pour aussi travailler sur ce vivre ensemble, loger ensemble, en cœur de ville, travailler, avoir cette vie sociale si importante pour se construire. Donc cette alternative devient une vraie réalité. Alors, il y a une question de Jérôme, et il y en a plusieurs. Pourquoi les psychanalystes qui culpabilisent les mères sévissent encore? Alors, vous avez raison, nous le savons, on a historiquement dans notre pays une culture, notamment de certains professionnels, de certains médecins, sur des fausses analyses des raisons de l'autisme, et en particulier, pendant
pas mal d'années un certain nombre de professionnels qui ont mis en doute l'autisme même, le diagnostic d'autisme, et qui ont accusé des parents d'être responsables des difficultés présentées par leurs enfants. La première chose que je voudrais vraiment dire ici, c'est que la position de l'État, elle est extrêmement claire. Nous appliquons, et c'est le fondement de la stratégie nationale autisme au sein des troubles du neurodéveloppement, les recommandations de bonne pratique de la Haute Autorité de Santé, qui sont la base de notre action. Et nous essayons, avec encore un certain nombre de difficultés, ce serait insincère de le nier, de mettre en place ces recommandations dans toutes les pratiques professionnelles. C'est un travail de très longue haleine. Il y a une idée peut-être que nous pourrions, nous, l'État, licencier des gens, interdire à des professionnels de santé d'exercer. Nous ne le pouvons pas. Par contre, ce que nous mettons en place, c'est les dispositifs de formation de ces professionnels, c'est des moyens financiers pour accompagner ces conduites de changement et permettre à ces professionnels de disposer des bonnes connaissances et des bonnes compétences en la matière. C'est tout ce travail-là, c'est un travail de fond que nous sommes en train de faire en lançant des appels à projets pour mettre en place ces bonnes pratiques. Je pense qu'effectivement, c'est un travail difficile à saisir quand on est un citoyen, mais nous pouvons vous garantir que nous n'avons aucune ambiguïté sur la nécessité de respecter les bonnes pratiques et de faire que les professionnels les respectent. Il faut en effet que ça soit tolérance zéro. Et il faut dénoncer haut et fort chaque fois qu'il y a des mauvaises pratiques. Et il faut surtout, sans arrêt répéter, le fait que culpabiliser les mères est vraiment hors de propos aujourd'hui. Tracer les fake news, vraiment en permanence, pouvoir les dénoncer. Je pense qu'il en va de la responsabilité de tout un chacun et nous y serons extrêmement vigilants. J'ai plusieurs questions sur notamment Elsie. Pouvez-vous nous parler d'autorégulation? Alors Elsie, le développement de l'autorégulation, et nous étions avec Claire Compagnon en Corrèze la semaine dernière pour visiter justement une école élémentaire qui a mis en place ce dispositif d'autorégulation. C'est en effet une pratique extrêmement transformatrice sur l'ensemble d'une communauté scolaire, école ou alors collège ou lycée, là où elle s'est pratiquée. En fait, on se centre sur la motivation, sur la concentration et l'apprentissage des compétences sociales qui sont vraiment nécessaires et indispensables pour bien apprendre. C'est le savoir-être et le savoir-faire qui est travaillé en même temps. Et l'ensemble de la communauté est formé. Et quand je dis l'ensemble, c'est vraiment l'ensemble. C'est aussi les ATSEM, c'est aussi les animateurs du centre de loisirs, bien sûr les enseignants, bien sûr les accompagnants, avec cette coopération au sein de l'école, des experts en autisme et en pratique au quotidien, que sont justement les CESAD par exemple, ou les CAM sur les maternelles, puisqu'ils peuvent intervenir aussi, mais aussi également partir d'un dispositif qui existe comme une unité maternelle d'enseignement autiste et l'élargir à l'ensemble de la communauté. Et là, ce sont des formations conjointes dès l'ouverture donc du dispositif d'autorégulation avec une supervision régulière. Et c'est comme ça qu'on transforme en fait toutes les pratiques et que les enseignants se sentent, je dirais, formés, informés, à l'aise pour accueillir tout simplement les enfants autistes en scolarisation individuelle dans leur classe, avec une pratique sur l'ensemble des enfants et des élèves. Et c'est ça qui est très intéressant. Nous voulons le développer, le déployer. Aujourd'hui, il y a à peu près une vingtaine, trentaine d'écoles, de collèges qui travaillent sur l'autorégulation. Et avec des chargés de mission de déploiement, nous allons accélérer vraiment les formations parce que c'est vraiment un enjeu de transformation complète de pratique, de coopération. Et surtout, ça touche l'ensemble des professionnels qui circulent dans l'école, dans le collège ou dans le lycée. Donc c'est un vrai changement de pédagogie qui profite bien sûr à l'ensemble des élèves. Alors, il y a une question de Marie qui dit « Quid des lieux de vie comme les maisons de Vincent ?» Alors, les maisons de Vincent, pour peut-être donner quelques éléments d'explication, c'est un dispositif qui a été créé par une association qui s'appelle donc les Maisons de Vincent et qui propose d'offrir dans un habitat en cœur de ville des solutions pour des adultes avec des besoins assez complexes, notamment des personnes qui sont en Belgique ou qui reviennent de Belgique et qui sont, grâce à ce dispositif,
très nouveau, puisqu'il a ouvert il y a quelques jours, sont accueillis dans des lieux qui concilient à la fois un accueil adapté avec des professionnels du secteur médico-social formés à la prise en compte et à l'accompagnement de leurs troubles, et aussi un espace et un lieu de travail, notamment en agroécologie, pour permettre aux personnes de disposer et d'avoir une activité professionnelle et bien évidemment de tabler, de s'appuyer sur leurs compétences dont elles disposent comme beaucoup de personnes autistes. Donc ce dispositif-là a ouvert il y a quelques jours dans la Somme, dans la région Hauts-de-France, et nous savons, pour les soutenir, que cette association a des projets de développement dans plusieurs autres endroits en France, et la délégation interministérielle, le cabinet de la ministre en charge du handicap va bien évidemment travailler au soutien et à la possibilité de développer ce type d'initiative qui nous paraît répondre à la fois à des besoins en termes d'accompagnement adapté dans des petits environnements, des petits habitats qui sont une réponse tout à fait favorable au développement et au bien-être des personnes, et puis par ailleurs à une réflexion sur l'écologie et le travail. Voilà, donc ces dispositifs, il y en a pour l'instant un seul, il vient d'ouvrir comme je l'ai dit, mais l'idée c'est de les soutenir dans leur développement sur le territoire national. On a plusieurs questions sur le répit. On s'épuise, pas de répit pour nous, je peux lire. Bien sûr que nous travaillons sur le répit, et c'est bien pour ça qu'à la sortie du confinement, vous avez été nombreux. D'abord, je tiens à rappeler que le président de la République a souhaité, dès le 2 avril de l'année dernière, immédiatement donner les dérogations de sortie pour les personnes autistes, parce qu'en effet, le confinement était très lourd et très compliqué, et qu'à la sortie du confinement, nous avons mis le numéro 0800 360 360, un numéro national qui bascule en territoire de proximité pour répondre majoritairement à deux questions massives, c'était les demandes de répit et l'accès aux soins. Et là, ce n'est pas spécifique aux personnes autistes, mais les personnes autistes nous appelaient beaucoup sur les demandes de répit. Donc nous avons travaillé de façon extrêmement différente pendant le confinement. Les associations se sont rapprochées entre elles sur les territoires pour pouvoir trouver des solutions de répit. C'est pour ça que nous capitalisons maintenant sur ce numéro pour déployer vraiment les solutions de proximité. Aujourd'hui, nous avons couvert presque la totalité de la France pour les réponses de proximité. Et ce numéro, il est vraiment à disposition pour toutes les questions que vous avez. Pas seulement les questions d'accès au droit, là vous avez votre MDPH, vous la connaissez, mais des questions qui peuvent être sur le logement, sur l'accès au répit, l'accès aux soins. N'hésitez pas, le 0800 360 360, parce que justement vous êtes très nombreux à nous appeler. Alors nous développons les solutions de répit, nous développons aussi les solutions dites de baluchonnage, le relayage, et là c'est un service d'accompagnement qui vient s'installer à domicile pour permettre aux familles de souffler, pour avoir ce qu'on appelle un relais chez soi. Le droit du travail nous permet d'aller jusqu'à 3-4 jours de possibilité de relais à domicile. Nous essayons de faire feu de tout bois pour vous offrir ces solutions de répit, si compliquées parfois, savoir confier son enfant ou son adulte qui a des besoins extrêmement complexes à un tiers, c'est compliqué. Mais nous avons maintenant vraiment des plateformes de répit qui sont disponibles pour trouver des solutions. Donc n'hésitez pas si vous avez des problématiques, surtout. Alors ce deuxième confinement, il est très différent dans le sens où, le deuxième confinement qui a été mis en place en novembre, où les établissements sont restés ouverts, les services de rééducation sont restés ouverts, et donc il n'y a pas eu de... Pourquoi ? Parce que nous ne voulions pas d'avoir de perte d'acquis, chose que nous avions eue lors du premier confinement. Alors il y a beaucoup de questions sur ce qui va être annoncé ce soir. Je ne peux rien vous dire, le président de la République va prendre la parole, donc nous attendrons ce soir, mais vous dire que la préoccupation pour les enfants handicapés, les adultes handicapés est pleine entière, et que partout ont été, je dirais, instaurées les dérogations pour sortir, les dérogations pour faire du sport. Alors, il y a un papa qui nous demande est-ce que les enfants autistes pourraient aller à la piscine. Si la piscine elle est fermée pour tout le monde. Mais en revanche, je sais que certaines piscines en grand air sont restées ouvertes. Et bien sûr, comme les enfants handicapés ont été prioritaires pour la pratique sportive, il faut être en capacité de pouvoir accompagner cette pratique sportive. Nous travaillons avec les fédérations de sport adapté, les fédérations handisport, la fédération Ikigai qui travaille justement sur l'apprentissage de la natation pour éviter les noyades pour les enfants autistes. Voilà, c'est vraiment l'implication en fait du monde associatif, sportif qui sont en train de se réunir pour pouvoir accompagner justement le développement de la pratique sportive si importante.
Alors, il y a une question de Céline. Pourquoi il faut développer, enfin une affirmation plus exactement, il faut développer des prises en charge globales de type comportemental. Vous avez totalement raison, Céline. Aujourd'hui, le consensus scientifique montre que ce sont ces prises en charge de type comportemental qui sont adaptées, pertinentes et qui permettent, aux personnes de rentrer notamment dans les apprentissages scolaires, dans la communication. Et donc, il est extrêmement urgent de les développer. Alors, que faisons-nous par rapport à ça? La première des choses, c'est, je l'évoquais tout à l'heure, c'est la question de la formation des professionnels. Il ne s'agit pas simplement de former les professionnels aux causes et aux explications sur l'autisme. Il faut aussi les former sur les interventions les plus adaptées en fonction des besoins, des attentes et des troubles et de la sévérité des troubles. Il faut former les professionnels de l'école à ces questions-là. Il faut permettre, et il y a eu aussi beaucoup de questions, aux professionnels de rentrer dans l'école pour accompagner les enfants qui sont scolarisés aujourd'hui et en école ordinaire notamment, et qui ont besoin d'un complément, d'accompagnement, notamment sur ces approches comportementales. Et puis, il faut bien évidemment développer la connaissance sur ces questions-là. J'évoquais là aussi tout à l'heure la question de la recherche, qui est un des aspects très importants de cette stratégie. Toutes ces opérations, ces actions de recherche vont nous permettre aussi de transférer la connaissance scientifique sur ces approches comportementales vis-à-vis des professionnels, que ce soit les psychologues, les éducateurs, les personnels des établissements médico-sociaux et les équipes sanitaires. Voilà, c'est un énorme enjeu pour aujourd'hui et pour l'avenir de savoir mieux adapter les interventions et de savoir aussi bien évidemment quelles sont les informations et les interventions qui sont les plus pertinentes en termes de fréquence, d'intensité, de modalités. C'est tout le travail que nous faisons avec notamment les centres d'excellence sur les TSA et les troubles du neurodéveloppement. Nous avons une question de Cyril qui nous demande: quid des aidants qui ne peuvent poursuivre leur activité professionnelle? Un statut est-il envisagé? Une reconversion professionnelle prise en charge? Alors, deux choses. D'abord, pour les aidants qui sont toujours salariés, je voudrais rappeler que nous avons mis en place le congé rémunéré, 3 mois que vous pouvez prendre fractionné en demi-journée ou en journée, d'un congé qui est donc rémunéré par l'État pour vous permettre de concilier cette vie professionnelle et cette vie d'aidant quand vous êtes aidant d'un enfant, d'un adulte ou d'un parent en situation de handicap ou âgé. Donc ça, c'est depuis le 1er octobre dernier. Donc n'hésitez pas, si vous êtes professionnel, c'est-à-dire si vous êtes salarié, de pouvoir utiliser ce congé rémunéré. Pour ceux qui ne peuvent poursuivre leur activité professionnelle, il faut qu'on travaille à l'amélioration de leur VAE, de leur validation d'acquis d'expérience en tant qu'aidant pour leur permettre cette reconversion professionnelle quand ils souhaiteront reprendre un travail. Ça, c'est indispensable et nous y travaillons avec la formation aussi des aidants qui ont une vraie expertise qu'il nous faut valoriser pour leur permettre de reprendre. On travaille aussi à leur préserver leur santé. Indispensable. Quand vous êtes aidant, si vous êtes vous-même pas en bonne santé, vous n'allez pas pouvoir durer en tant que rôle d'aidant. Donc il est très important d'améliorer l'accès à la santé, le café des aidants, les métropoles aidantes justement pour mettre en lien. Et puis nous développons, comme je vous l'ai dit, les solutions de répit. Nous voulons modéliser la maison de France Répit qui a ouverte à Lyon. Nous sommes en train d'y travailler pour offrir justement cette capacité de trouver des lieux de répit. Donc une reconversion professionnelle prise en charge, c'est un accès en fait privilégié à la formation. Le compte formation, il faut pouvoir l'utiliser et puis travailler en effet sur valider cet acquis qui est une richesse énorme quand vous avez été aidant pour pouvoir vous reconvertir et vous aider à cette reconversion. Alors, il y a une question de Leslie. L'autisme induit aussi des forces, des compétences en mathématiques, informatique, musique, artistique, visuelle, l'habilité à lire précocement. Vous avez là aussi totalement raison. Évidemment que il suffit pas de dire les difficultés. Il faut bien évidemment dans les accompagnements, dans l'approche qu'on a des personnes, tabler sur les forces et les compétences des personnes plutôt que sur leurs difficultés et sur leurs troubles fonctionnels. Donc là, il y a aussi un changement de regard, de posture des professionnels à avoir vis-à-vis des personnes autistes, à reconnaître leurs compétences et à
mettre en place les interventions qui permettent de valoriser, d'amplifier, d'intensifier les compétences des personnes. Et on voit bien aujourd'hui que ce soit des personnes avec des troubles importants ou des personnes avec des niveaux cognitifs sans doute un peu plus larges, que chacun a des compétences et que lorsqu'on les prend en compte, lorsqu'on propose notamment dans l'emploi de les accompagner, ces compétences sont mises en avant, elles sont valorisées et les personnes dans ces cas-là trouvent une qualité de vie et une satisfaction bien plus importante. Peut-être rappeler un événement majeur pour la valorisation des compétences et l'accès justement à l'insertion professionnelle, c'est le DUOD. Le DUOD est un levier où là, vous pouvez justement le prendre en compte. Je vous rappelle, vous pouvez vous inscrire sur la plateforme duod.fr. Nous avons maintenu le DUOD en novembre dernier avec un succès malgré la crise sanitaire de plus de 10 000 duos, avec des personnes autistes qui ont eu accès justement à des reconversions professionnelles, à des orientations sur un nouveau projet professionnel. Et dans ces DUOD, sur plus de 10 000, il y avait plus de 1200 personnes qui ont eu accès à l'emploi derrière, soit en CDD, soit en stage, soit en CDI. Donc n'hésitez pas, le DUOD, je vous donne la prochaine date. Il sera encore pendant la Semaine européenne de l'emploi des personnes handicapées, la 3e de novembre, ça sera le jeudi 18 novembre. C'est un levier. Vous avez aussi des relais possibles. Si vous êtes en déshérence d'informations spécifiques sur l'autisme, tout à l'heure je vous ai parlé d'un numéro sorti du confinement, Info Autisme Service, qui rend vraiment avec des experts, et peut-être rappeler le numéro qui est le 0800 71 40 40, 0800 71 40 40. Mais moi je voudrais finir, parce que le temps qui nous est imparti arrive à terme, je voudrais finir sur cette journée mondiale de sensibilisation à l'autisme. Cette journée, elle est excessivement importante pour parler différemment de l'autisme, quel que soit l'autisme. Je vous rappelle que c'est le trouble du spectre de l'autisme. Il faut qu'on fasse de la pédagogie sur les différentes capacités des personnes avec autisme, sur leurs différentes fonctionnalités, fonctionnements. Il faut qu'on fasse de la pédagogie auprès du grand public. Quand nous avons 700 000 personnes qui sont justement concernées par l'autisme au sein des troubles du neurodéveloppement, on voit bien que ça touche énormément de personnes. Ces journées, elles sont là pour ça. Ce n'est pas assez, bien sûr, mais avec la stratégie nationale pour l'autisme, l'ensemble du gouvernement est mobilisé. Elle est portée par la DIA, par Claire Compagnon et toute son équipe, que je tiens à saluer, délégation interministérielle à la stratégie pour l'autisme au sein des troubles du neurodéveloppement. C'est un engagement de l'ensemble du gouvernement, de l'ensemble des ministres, parce que justement, il nous faut changer la donne dans l'éducation, dans l'emploi, dans l'accès au sport, dans l'accès à la culture, dans l'accès dans les médias. Nous n'avons pas eu le temps de parler des médias, mais là aussi, nous devons donner la parole aux personnes autistes pour qu'elles puissent tout simplement expliquer comment elles fonctionnent, montrer leurs compétences et leur envie de vivre au milieu d'eux autres. Donc, je tiens à vous dire aux familles, aux personnes elles-mêmes, aux familles d'enfants avec de l'autisme ou des troubles du neurodéveloppement, que l'ensemble du gouvernement est mobilisé et que nous sommes vraiment envie, et nous le faisons, de changer la donne pour la place et la pleine participation et la citoyenneté des personnes autistes. Je vous remercie et nous reviendrons vers vous très prochainement. Merci Claire. Merci Madame la Ministre. Et juste un mot peut-être, tous en bleu vendredi. Voilà, exactement. Tous en bleu vendredi. Tous en bleu vendredi. Pour signifier notre soutien aux personnes autistes. Merci. Merci. Au revoir.